Alors Julia Esmeralda, parlons de notre société martiniquaise, c'est celle-là qui nous intéresse, non pas que nous soyons concentrés sur notre nombril, mais quand même, quand on parle de la société martiniquaise, on entend à droite à gauche dire c'est une société complexe. Qu'est-ce qu'elle a de complexe et pourquoi est-elle si complexe? Alors, je pense qu'il y a chez nous un discours qui est très macro-sociologique. Nous avons très peu l'habitude de nous examiner de manière micrologique, microsociologique, par le détail à travers ce qu'on appelle des monographies qui nous donnent du grain à moudre sur nous-mêmes. Donc très souvent, le discours est très global, il est très général, en plus excessivement pessimiste. Cela est dû probablement à notre histoire, mais il est excessivement pessimiste. Alors, et vous alors, est-ce que vous êtes pessimiste? Non, mais moi je vais au contraire déconstruire. J'essaie de déconstruire, sans m'attaquer aux personnes en particulier. J'essaie de déconstruire les discours pessimistes, parce qu'une société c'est un corps dynamique. C'est en plus celle qui est la nôtre, qui vient effectivement du fin fond de l'histoire la plus traumatique, donc qui a vraiment montré au monde sa capacité, pas seulement de résilience, mais aussi d'adaptation, d'ajustement et de création. C'est une société extraordinairement créative. Et pour cela, il faut en savoir gré aux hommes, et aux femmes et aux hommes de ce pays, aux jeunes, à la jeunesse de ce pays, d'avoir cette capacité de rebondir sans arrêt. Mais parce qu'elles doivent, ces personnes doivent s'adapter très très vite, parce que c'est une société qui a cela de complexe, qu'elle est arrimée à une société qui, elle, est dite européenne occidentale, vieille de au moins 2000 ans, et ayant rodé par l'expérience ses traditions, sa culture, sa pensée. Et donc, elle a effectivement une avance sur la société que nous sommes, mais du fait que nous nous soyons arrimés à elle, c'est-à-dire rattachés par le biais tout à fait artificiel et virtuel de la départementalisation, eh bien, fait que nous sommes presque obligés, tenus de nous maintenir à son rythme. Mais c'est un rythme qui nous force, parce que tous les peuples, toutes les sociétés, toutes les communautés ont une histoire propre qui impulse aussi à leur évolution, à leur démarche vers soi-même, un rythme qui leur est propre et qui correspond au niveau de leur population, mais aussi à l'intégration d'un ensemble d'éléments qui vont se coordonner et converger pour faire que un pas après un pas, comme disait Césaire. Donc on fasse, mais là, elle est obligée parfois de faire des pas de géant parce qu'elle est elle vit au rythme d'une société. Alors, quel est le résultat sur nous de tout ça? Est-ce que ça n'a pas l'avantage de nous obliger à aller plus vite, à être plus réactif? On est plus réactif justement, et on se spécialise dans la réactivité. On a peu de temps pour se poser, et quand tu me demandais qu'est-ce qu'elle a de complexe, eh bien elle a d'abord ça, qu'elle n'est pas impulsée par un rythme, un mouvement qui lui est propre, une dynamique qui lui est propre. Donc sa dynamique lui est pratiquement imposée de l'extérieur. En même temps, comme elle est ambitieuse et qu'elle... Par exemple, ce serait bien de donner des exemples, d'expliquer un petit peu pour que le discours de cette dynamique qui nous vient de l'extérieur, elle se concrétise comment dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, eh bien, d'abord tous les programmes, toutes les lois, les règlements, les circulaires, les décrets qui disposent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut changer les coutumes, qu'il faut, ou qu'il faut arrêter le combat de coq. Enfin, je prends un exemple un peu comme ça qui me vient. Mais il y a énormément de dispositions et puis il y a aussi le progrès technique, les développements médiatiques ou technologiques sont extrêmement rapides, et nous n'avons accès et connaissance de ces développements que par le fait que ces produits nous arrivent accompagnés de commerciaux qui sont chargés de les diffuser ou de les distribuer dans nos régions. Mais très souvent nous avons droit à une explication à minima. Est-ce que les pays
nos pays voisins, Sainte-Lucie, Dominique, qui sont des pays indépendants depuis plusieurs années et qui ne subissent plus donc de ce coup, mais qui sont quand même dans la mondialisation, donc avec les progrès technologiques, etc. Est-ce que ça les rend différents de nous du point de vue de l'évolution ? Est-ce que ça fait de nous des pays spécifiques, Guadeloupe, Martinique? Oui. Moi, je crois que ce qui fait de nous des pays spécifiques, c'est le fait que notre culture n'est pas dans nos institutions. Il faut que les gens comprennent cela. Et beaucoup des difficultés et des paradoxes que nous vivons et qui font de la société quelque chose de complexe, de la nôtre en tout cas, toutes les sociétés sont complexes d'ailleurs de toute façon, puisque l'être humain en soi est un tissu très complexe et on ne sait pas comment il reçoit, il construit la réalité et comment il se comporte dans cette réalité-là à des moments précis. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que nous nous pensions martiniquais et que nous pensions avoir une culture et que nous pensions être un petit peu mus par cette culture dans nos actes, dans nos faits, dans nos gestes, et que cette culture ne soit pas instituée, c'est la culture française qu'il est. Il faut pas avoir. Le sociologue est là pour dresser des constats, et le constat qu'on peut dresser, c'est que dans les institutions qui régissent nos vies, nos destinées, nous sommes en présence d'une culture française, donc à travers premièrement le système scolaire. Même si on vous dit que vous pouvez insérer un petit milligramme de ce que vous êtes culturellement dans ce système, il n'en reste pas moins que vous êtes dans la marge, que vous n'êtes pas l'élément principal constitutif de cette organisation. C'est le même problème ou la même remarque vaut pour les grandes institutions qui portent la société et qui sont des institutions pratiquement imposées à cette société, donc qui en fait, dans le sens juridique du terme, juridico-administratif, une ramification de la France. Oui. Quel impact ça a sur nous, sur nos personnalités? Je devrais peut-être poser la question plutôt à un psychologue ou une psychologue, mais vous devez avoir une idée. Oui, le psychosociologue que j'ai été ou que je suis de formation aussi peut répondre à ça. Mais le problème, c'est que ça n'est pas difficile à envisager. Quand vous avez deux systèmes qui sont, j'allais presque dire, en concurrence, parce que le problème c'est celui-ci, c'est que les Martiniquais ne renoncent pas à leur culture. Et leur culture existe dans leur champ social et sociétal de manière informelle, autrement dit, elle n'est pas instituée. Donc, quand ils sont confrontés, ils vivent là-dedans comme si c'était une dimension d'eux qui n'était pas digne d'être instituée, donc d'être reconnue par les autres qui arriveraient chez eux et qui auraient à entrer en relation avec cette dimension-là. Non, elle est dans la marge, mais ils en parlent comme si elle était centrale. Et paradoxalement ou parallèlement, ils vivent dans une culture instituée, donc qui est formelle, structurée, qui délivre des diplômes, qui trace les cursus, qui définit les carrières, et qui est vraiment donc c'est un modèle franco-français. Alors, les Martiniquais qui vivent dans cette forme de dualité, et puis qui est portée par des traits ou par des dimensions culturelles qui ne sont pas toujours convergentes. Parfois elles s'opposent, parfois elles se contredisent, parfois elles s'excluent, parfois elles produisent de la discrimination au détriment des Martiniquais. Donc ce manque de cohérence, parce que comment cela se traduit dans les individus? C'est cela que nous pourrions travailler si nous étions un département de sociologie, ou si nous en avions un à l'université, nous pourrions travailler nous ne sommes même pas dans une structure interculturelle. Nous sommes dans une structure d'imposition d'une culture à une autre culture qui est en place, qui ne parvient pas à s'instituer et qui ne s'institue pas, qui se complète. Ce qui signifie que la culture martiniquaise n'a aucune influence sur la culture française, alors que la culture française imprime sa loi. Parce mais c'est toute la relation. L'échange, quoi. Oui, l'inégalité de l'échange, mais la relation de dominant à dominé, qui est absolument bien étudiée par la sociologie,
Et puis la relation entre formel et informel, structurel et non structuré, structuré et non structuré, et puis le fait que effectivement, ce que tu soulignes là est très important, c'est que nous ne sommes pas dans des relations symétriques. C'est cela que nous définissons en sociologie comme des relations symétriques. Autrement dit, les cultures pèsent d'un même poids et elles influent l'une sur l'autre de la même façon. Donc quand il y a des évolutions, on est à peu près sûr qu'il y a eu correspondance, réflexion, discussion et que un choix a été opéré. Là, il n'y a pas, on est dans une structure de relation asymétrique. Autrement dit, la culture dominante est effectivement instituée et elle a le pouvoir par les institutions officielles, elle a le pouvoir d'imposer en dernier ressort son autorité, alors que la culture informelle, à qui il est permis de s'exprimer. Parce qu'on voit bien que quand on dit aux enseignants, vous pouvez enseigner l'histoire de votre pays, qui, comment, qui vérifie, qui valide, quelle note, quel intérêt, puisque vous savez que dans votre carrière, cet enseignement ne vous servira à rien. Il n'y a que ceux qui sont intéressés par cette culture-ci qui diront, bon, ben je vais quand même, en supplément de travail parfois, en supplément d'investissement, je vais apprendre à savoir un petit peu qui je suis. Donc il y a dans la cohérence des gens, et ce qui fait la complexité de notre culture, c'est que dans l'esprit des gens, il y a un manque de cohérence et de cohésion, puisque les parties ne s'accolent pas, ne s'agglutinent pas de manière à faire masse et à faire ensemble. Elles font parfois dans le désordre, et vous trouvez dans la population, y compris chez des personnalités, des discours, chez certaines personnalités, des discours qui sont mais vraiment d'un tenté à un tenté plus un, complètement paradoxaux ou bien contradictoires ou bien destructeurs l'un de l'autre, mais tout dépend de la façon dont ce discours s'est construit et dans quelle partie de la culture ou de l'héritage on a puisé pour construire, mettre du sens sur une partie de nous qui était vide de discours. Donc tout cela, et le fait que la maladie mentale se développe avec autant de constance et de force à la Martinique, je sais que le discours psychanalytique ou psychiatrique dirait que ce sont d'autres causes. Mais moi, je peux vous assurer, et je ça suis... en fait partie. Non seulement cela en fait partie, mais un peuple qui n'arrive pas à justement trouver une cohérence mais vraiment, il est, comment est-ce que ça, il y a un mot il est dichotomisé tout le temps. Eh bien, cela laisse des traces profondes, des sillons profonds dans sa personnalité, et il ne faut pas méconnaître ce facteur-là pour analyser l'importance de la maladie mentale à la Martinique. Un peuple qui n'arrive pas à coordonner sa pensée ne peut pas concevoir son existence de manière unifiée, et donc forcément ces névroses dont on parle tout le temps, elles sont liées aussi à ça. Cela dit, Julie Esmeralda, la clientèle des hôpitaux psychiatriques est largement amenée par le crack et par le rhum aussi. Il y a aussi ça, je crois. Non, moi je dis oui. Non, mais on peut parler mais je ne crois pas que les malades mentaux chez nous, parce que je connais beaucoup de situations où il n'y a pas. Il y a simplement comme ça, parfois un jour, des gens qu'on a vus, comme on dit chez nous vulgairement, péter les plombs, et puis on n'a pas compris pourquoi, ni sur quel événement a provoqué la crise et a fait que la personne a basculé dans un autre univers. Mais je sais que le crack peut décerveler, etc., mais on ne peut pas tout. Toute la Martinique ne se drogue pas. Nous sommes, je rappelle les chiffres. Mais il y a ce facteur. Mais alors, par exemple, si on pense à des pays comme des régions françaises, comme la Bretagne ou comme le Pays Basque, qui revendiquent leurs racines, leur culture différente de tout l'Hexagone, ce sont des gens auxquels on a interdit, les Bretons par exemple, on leur a interdit de parler leur langue. Et puis il y avait des brimades sérieuses, c'était vraiment une offensive pour faire d'eux des Français et leur retirer ce titre de Breton. Alors bien sûr, ils n'ont pas subi l'esclavage
l'esclavage, etc. Il n'y a pas ça dans leur histoire. Mais est-ce que le fait d'avoir deux cultures comme ça qui s'entrechoquent, est-ce que ça a le même impact sur eux que ça peut avoir sur nous? Moi, je ne sache pas qu'on ait taxé ou taxonomisé la culture bretonne de culture inférieure. Ce qu'il faut. Non, même si elle est. La langue surtout. Hein. Comment? La langue bretonne. Oui, la langue. Mais je ne crois pas qu'il faille comparer dans l'inscription de cette culture dans un rapport aussi dissymétrique que l'est la culture martiniquaise, comparée à la culture française. Pourtant, il y a bien une histoire de domination là-dedans. Il y a une histoire de domination, mais il n'y a pas que la Bretagne, il y a le Languedoc, il y a d'autres régions de France. Et il y a encore des régions qui se battent pour faire bénéficier d'un peu de légitimité, leur culture d'un peu de légitimité. Moi, je crois qu'il y a toujours des choses à comparer. Et il y a des moments où la comparaison s'arrête parce que ce ne sont pas seulement les trajectoires historiques, c'est la destinée même des groupes humains qui a fait que à un moment du processus comparatif, il a fallu qu'on arrête la comparaison pour regarder la spécificité de chaque univers. Et ce qui fait la spécificité de notre situation, c'est que ce ne sont pas seulement nos cultures, ou ce n'est pas seulement notre culture, je ne sais pas s'il faut parler de notre culture au pluriel, c'est d'abord le groupe humain que nous formons. C'est d'abord le groupe humain que nous formons qui a été racialement stigmatisé, culturellement stigmatisé, puisque aucune valeur civilisationnelle ne lui a été reconnue et aucune valeur raciale, puisque contrairement au discours ambiant qui veut faire dire que la race n'existe pas et il ne faut pas en parler parce que c'est une aberration, c'est vrai scientifiquement, mais ça n'est pas vrai sociologiquement. Sociologiquement, les valeurs, les discours, les stratégies raciales sont extrêmement prégnantes et à l'œuvre dans tout ce que font les êtres humains sur la planète actuellement. Et dans notre société encore plus. Donc, il ne faut pas perdre de vue que à tous les niveaux, le groupe humain que nous formons aujourd'hui est un groupe stigmatisé et qui n'a pas pu valoriser son patrimoine, même lorsqu'il serait dans des relations dissymétriques. Le fait d'avoir pu, à un moment historique donné, l'avoir constitué en patrimoine qui est capable de porter une société et le groupe humain qu'il a créé, aurait été, à mon avis, une valeur pour nous. Or, en aucun moment dans notre histoire, je dis bien, aucun moment dans notre histoire, la culture dont nous sommes investis n'a eu une existence propre. C'est une existence informelle, un savoir que nos ancêtres, nos aînés, nous transmettent comme ça de fil en aiguille, ou de génération en génération, et que nous sommes en passe de perdre parce que, puisque nous n'avons pas beaucoup d'avenir dans notre pays, que nous exportons notre jeunesse ou qu'on nous aide à l'exporter, eh bien cette jeunesse se reproduit ailleurs, avec parfois, très souvent d'ailleurs, des partenaires qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas en possession de ce patrimoine qui est informel. C'est pour cela qu'il est important de l'ethnographier pour l'écrire. Donc il se perd parce qu'il ne peut pas se transmettre, et il ne peut pas se transmettre parce qu'il n'a jamais eu une existence propre. Et aujourd'hui, il me semble que dans les endroits, les régions de France, qui ont été colonisées d'une certaine façon par le pouvoir central, la France jacobine, eh bien, il me semble que ces cultures ont existé en tant que telles, en tant que système complet. Et donc, cela explique d'ailleurs que depuis des milliers d'années, elles continuent à se transmettre d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà où j'aurais arrêté la comparaison et à quel niveau de la relation j'aurais casser le processus explicatif pour dire qu'on ne peut pas comprendre ce que nous sommes si nous ne savons pas que... Alors il y a beaucoup de gens qui parlent de résistance, mais c'est presque extraordinaire que sans avoir jamais été institué, que les Martiniquais étaient investis à ce point-là d'un patrimoine qui se diffuse de manière informelle et auquel ils attachent une importance mais incroyable, et que la culture instituée
ne semble pas prendre en considération. Elle lui permet, quand elle sent qu'elle approche de l'étouffement et de la crise, elle lui permet des petites, on va dire, bouffées d'oxygène. Ouais. Elle finance un certain nombre d'actions. Mais tout cela, à mon avis, participe d'une certaine stratégie qui n'est pas destinée à faire exister la culture martiniquaise en tant que telle. Qu'est-ce qui en dehors de tout cela, nous caractérise, nous Martiniquais? Est-ce qu'il y a des choses, évidemment des généralités, hein, mais est-ce qu'il y a des choses qui nous caractérisent, nous, spécifiquement nous? Oui, je pense, parce que ma sociologie, elle est aussi très tournée vers la culture, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sociologie culturelle. Et mon travail, consiste à caractériser notre culture, puisqu'elle n'est pas instituée, mais du fait qu'elle est portée et qu'il y a un discours dans la marge sur cette culture qui est très puissant, et que dès qu'on sent qu'elle est menacée, on se mobilise comme un seul homme pour venir à son secours et la sauver. On le voit notamment actuellement pour les traditions de Noël. On sent bien que la société est en train de surveiller ce qui arrive à cette part intime d'elle-même et qu'elle veut la sauver et elle va la sauver. Ça c'est clair, elle va la sauver. Parenthèse dans cette histoire de Noël. Comment expliquez-vous qu'il y ait tant de Martiniquais qui mettent des sapins chez eux alors qu'on a de magnifiques filaos? Pourquoi le sapin de Noël? On ne s'interroge pas là-dessus? Si, sur beaucoup d'autres choses. Nos veillées mortuaires aussi ont changé. Enfin, non, moi je crois que la civilisation dominante impose ses normes. Et en plus, je crois que les filaos sont protégés. Vous parliez d'une résistance. Oui, oui. Il n'y a pas de résistance. Mais il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de culture non plus informelle qui n'avait pas puisé dans la culture formelle, structurée pour survivre. Il y a beaucoup de pans de notre personnalité qui n'ont pas été explorés. Et nous avons besoin, pour porter l'informel, de nous appuyer sur du formel. Donc parfois, la symbolique n'est pas seulement du masque, au sens où Bastide utilise ce terme, c'est parfois donner à voir des traits de la culture dominante qui passent pour être la culture du dominé ou de la culture dominée.